Qu'est-ce qu'on peut retenir de la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine en ce qui concerne un cessez-le-feu, potentiel cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine? Alors pour rappel, il y a 2 semaines, une délégation ukrainienne et américaine à Jeddah en Arabie Saoudite se sont mis d'accord sur les contours d'un cessez-le-feu. Les Ukrainiens ont accepté un cessez-le-feu potentiel de 30 jours avec la Russie. Et depuis, la Russie a un peu tergiversé en disant oui, sans vraiment dire non, en essayant de gagner du temps parce qu'au fond, et on en a déjà parlé dans une vidéo, la Russie ne veut pas la paix parce que la Russie n'a pas atteint ses objectifs militaires en Ukraine, parce qu'un cessez-le-feu qui mènerait vers une paix entre la Russie et l'Ukraine signifierait en fait dans une certaine mesure une défaite politique et militaire de la Russie en Ukraine, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas du tout atteint leurs objectifs militaires en Ukraine. Pour rappel, ils ont dans leur constitution reconnu comme étant russes les oblasts de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk qui sont actuellement en Ukraine, et ce sont des oblasts qui ne sont pas du tout contrôlés actuellement par la Russie. Alors Louhansk est pratiquement sous contrôle de la Russie, mais Donetsk est colonisé à 2/3, occupé aux 2/3, mais il faut encore pour les Russes de récupérer des places fortes comme Pokrovsk, Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinivka, et à titre personnel, ça ne va pas être une mince affaire. Et après, les oblasts de Kherson et de Zaporizhzhia sont tout simplement pas occupés par la Russie. En tout cas, seulement une partie de l'oblast de Zaporizhzhia et de Kherson sont occupés par la Russie, et les capitales administratives de ces oblasts, à savoir la ville de Kherson et de Zaporizhzhia, sont toujours sous le contrôle de l'Ukraine. Et la deuxième raison, c'est que l'un des objectifs aussi de la Russie en Ukraine était la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui n'est pas du tout le cas. Actuellement, l'Ukraine fait sûrement partie des meilleures armées au monde, et ça c'est notamment grâce à la guerre menée par la Russie, parce que l'Ukraine a dû monter en gamme, se fortifier, se renforcer, et du coup il n'y a pas du tout de démilitarisation de l'Ukraine. Et la troisième, c'est le changement de régime, qui est un peu symbolisé par la volonté de Vladimir Poutine de voir Zelensky quitter le pouvoir pour essayer de mettre, ce qui à mon sens d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo là-dessus, je pense un peu une vue de l'esprit, mais c'est de mettre une sorte de Loukachenko ukrainien, de mettre un dirigeant pro-russe à la tête du gouvernement ukrainien. Donc les 3 objectifs de la Russie en Ukraine ne sont pas du tout remplis, et en plus ça s'est fait au prix de pratiquement 1 million de pertes russes, avec aussi une armée russe qui aujourd'hui s'est renforcée, mais qui quand même est en lambeaux. Ce serait faux de le nier. Alors ça reste une armée quand même très puissante, très compétente, mais c'est une armée qui a beaucoup souffert, qui a eu beaucoup de pertes, qui a perdu beaucoup de matériel, et aussi bien sûr qui a perdu beaucoup de soldats, avec, selon le journal d'investigation Medusa, plus de 100 000 morts répertoriés, et on fait x3 le nombre de pertes, sans parler bien sûr des soldats de Wagner qui ne sont pas compris dans cette analyse, les portés disparus, les prisonniers, etc. etc. D'où le fait que le chiffre de 1 million de pertes ne semble pas être trop exagéré, même si moi, à titre personnel, je pense qu'on est quand même plus autour de 600 700 000 pertes, 1 million de pertes étant les chiffres ukrainiens qui sont bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes. Donc, dans les faits, les objectifs de la Russie en Ukraine ne sont pas du tout accomplis, et c'est pour ça que la Russie ne peut pas accepter un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine, parce qu'elle veut continuer la guerre contre l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre ses objectifs, à savoir la vassalisation et la démilitarisation de l'Ukraine. Du coup, c'est pour ça que dans ce coup de téléphone, on peut dire que Poutine a rejeté le cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine. La seule chose sur laquelle ils se sont mis un peu d'accord, c'est que potentiellement un cessez-le-feu de 30 jours de bombardements respectifs aussi bien de l'Ukraine et de la Russie sur les infrastructures énergétiques des 2 pays. Alors, je ne sais pas quels sont les détails de ce cessez-le-feu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après le coup de téléphone, l'Ukraine a été bombardée, des infrastructures énergétiques ont été touchées, et du côté ukrainien, les Ukrainiens ont aussi bombardé des infrastructures énergétiques russes, notamment à Krasnohrad, où une raffinerie de pétrole russe a été frappée cette nuit par des drones ukrainiens. Donc, c'est un peu la seule chose que les Russes et les Américains ont pu un peu obtenir, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se soit vraiment concrétisé depuis. Après, ce qui se passe, c'est que, donc c'est un peu le deuxième outcome de la conversation entre Poutine et Trump, c'est que Trump et Poutine ont accepté potentiellement un cessez-le-feu plus large dans le futur, mais les conditions qui sont posées par les Russes sont un peu inacceptables pour les Ukrainiens, parce que Poutine exige la fin du soutien américain à l'Ukraine, aussi bien en termes de renseignement qu'en termes d'envoi d'armes, et aussi exige de la part des Occidentaux la fin du soutien à l'Ukraine.
ce qui est du coup inacceptable pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça fait partie des lignes rouges qui ont été transmises par la délégation ukrainienne aux Américains en disant on est prêt à négocier, mais par contre, si cela est là, ça, on refuse de négocier dessus, qui est du coup bien sûr une démilitarisation de l'Ukraine et un affaiblissement de l'Ukraine. Et la logique ukrainienne derrière, elle est assez simple. Il y a eu plus de 26 cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014, donc ils savent que les Russes vont à un moment ou à un autre rompre ce cessez-le-feu, et du coup, ils voient la volonté des Russes pour une paix, de démilitariser l'Ukraine comme étant une manière d'affaiblir l'armée ukrainienne pour en fait empêcher qu'elle puisse monter en gamme, parce que c'est bien sûr arrêter l'envoi de matériel occidental, mais aussi stopper la mobilisation des soldats. Du coup, c'est affaiblir l'armée ukrainienne le temps pour la Russie de se réarmer. Et après lancer une offensive générale en espérant qu'à ce moment-là, l'armée ukrainienne, qui aura été affaiblie par justement l'arrêt de l'envoi occidental d'armement et l'arrêt de la mobilisation, soit complètement affaiblie et du coup craque face à l'armée russe. Alors c'est possible que les Américains acceptent et utilisent ça comme moyen de pression contre l'Ukraine, parce qu'ils ont déjà arrêté le renseignement, ils ont déjà arrêté l'envoi d'armes. Alors l'envoi d'armes, étant donné que ce sont les armes qui ont été votées sous Joe Biden, il n'en reste plus grand-chose de ces armes qui ont été votées. Je n'ai pas l'impression que les Américains, en tout cas Donald Trump, aient envie de relancer et de revoter des paquets d'aide à l'Ukraine. Donc la question des armes ne se pose pas tant. Par contre, le renseignement serait beaucoup plus problématique. Mais ce qui est sûr, c'est que ni les Européens ni les Ukrainiens accepteront, eux, de leur côté, d'arrêter d'envoyer des armes. Et les Ukrainiens arrêteront de mobiliser des hommes parce qu'ils sont conscients que, en fait, c'est autant donner directement Kiev aux Russes dans cette logique-là. Après, le troisième point qui a été discuté, mais que je trouve un peu un tantinet gros, c'est l'intérêt mutuel pour de futures coopérations économiques entre la Russie et les États-Unis. Ça ressemble de près ou de loin un peu aux conversations qu'il y avait eu à l'époque entre Donald Trump et Kim Jong-un pour de potentielles discussions économiques entre la Corée du Nord et les États-Unis. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a aucun accord économique entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et je pense, à titre personnel, je serais d'ailleurs très étonné que des compagnies américaines étatiques ou privées se rendent pour faire du business en Russie. Notamment par exemple sur la question des terres rares, parce que pour extraire des terres rares, c'est un processus qui est très compliqué, qui prend du temps, et on estime qu'il faut entre 10 et 15 ans pour commencer à avoir un rendu et un bénéfice des terres rares. Et en économie, ce qui est important, c'est la stabilité. Si vous êtes un investisseur, que vous voulez investir dans un endroit, vous voulez que cet endroit soit stable et qu'il n'y ait pas une guerre qui recommence demain ou après-demain parce qu'un dictateur X a décidé du jour au lendemain qu'il allait envahir son voisin et que tout allait se retrouver sous un nombre incalculable de sanctions. Donc, je ne pense pas que dans les années à venir, il va y avoir des échanges commerciaux très importants entre la Russie et les États-Unis, parce que la Russie n'est pas un acteur fiable, n'est pas un acteur stable économique pour les Américains, parce qu'on n'est pas à l'abri, comme je l'ai dit, que, en fait, voilà, parce que Donald Trump va rester au pouvoir a priori que 4 ans. Et les investisseurs, ils pensent à long terme. Qui a envie d'investir en Russie aujourd'hui en se disant que demain, potentiellement, une guerre à nouveau recommence et que le pays se retrouve sous toutes les sanctions européennes et que même d'ailleurs les entreprises américaines qui soient sur place soient prises en otage par le gouvernement russe pour les faire chanter. Donc c'est pour ça que je ne vois pas à titre personnel d'échanges commerciaux de grande ampleur d'ici les années à venir. C'est possible sur le long terme, je ne dis pas. Mais à titre personnel, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va se concrétiser. Donc c'est un peu ça, les 3 points importants qu'on peut retenir, c'est pas de cessez-le-feu, simplement peut-être potentiellement un cessez-le-feu sur les attaques des infrastructures énergétiques. Deuxièmement, la Russie qui demande une démilitarisation de l'Ukraine et qui n'a pas changé ses objectifs maximalistes en Ukraine et qui va continuer à se battre en Ukraine jusqu'à ce qu'à un moment elle soit défaite, soit jusqu'à ce qu'elle gagne. Mais l'armée ukrainienne tient toujours le coup, l'armée ukrainienne tient toujours la route et les Européens montent en cadence, montent en puissance. Et la troisième, c'est de potentielles négociations entre la Russie et l'Ukraine. Mais tout ça, pour l'instant, du coup, n'est pas très sérieux. Ils ont dit qu'ils allaient avoir d'autres conversations à venir. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être aussi organiser un match de hockey entre l'équipe de hockey sur glace canadienne, hockey sur glace russe et hockey sur glace américaine. Donc, à titre personnel, peut-être qu'ils ne vont pas jouer aux cartes, mais ils vont sûrement jouer au hockey. Mais du coup, c'est un peu un coup dans l'eau d'un point de vue diplomatique pour Donald Trump parce qu'il n'a pas réussi à faire plier ou négocier avec Donald Trump. Du coup, la guerre continue, il n'y aura pas de cessez-le-feu et moi, je ne vois pas à titre personnel une paix
dans les mois, même je pense malheureusement dans les années à venir, parce que la Russie est dans une fuite en avant. Et aussi, il est important de prendre en compte que pour la Russie, arrêter la guerre, indépendamment du fait qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, c'est très compliqué. La première raison, c'est bien sûr démobiliser les soldats. Et démobiliser les soldats, ça veut dire aussi faire de la contre-propagande, parce que du coup, tout le monde en Russie suit la propagande russe et est persuadé que c'est génial, etc., tout va bien. Mais les soldats qui ont passé 3 ans dans des tranchées du Donbass à se faire éventrer par des drones FPV, ils vont revenir, ils vont vraiment parler de ce qui se passe et ça va faire de la contre-propagande. Le deuxième problème, c'est que pour l'instant, les soldats russes sont bien payés et du coup, les soldats russes qui sont payés envoient la solde aux familles qui dépensent dans l'économie russe et qui fait tourner l'économie russe. Et là, revenir, ça veut dire, un, pas le même pouvoir d'achat, du coup ça va avoir un impact sur l'économie russe. Deuxièmement, il faut retrouver du travail. Et le problème, c'est que le travail qu'on a actuellement, c'est dans la défense. Du coup, ça renvoie vers le troisième problème, c'est qu'il y a entre 25 et 30% du PIB russe qui est actuellement investi dans la défense. Du coup, est-ce que ça veut dire du jour au lendemain que les 25-30% de PIB russes vont devoir se réinventer quelque part? Non, la Russie est dans une fuite en avant et essaye de se construire politiquement, militairement avec son industrie pour préparer soit une prochaine guerre contre les Ukrainiens, soit même s'ils n'arrivent pas à casser le front ukrainien, une guerre contre les pays baltes. Et du coup, c'est la séquence dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que je pense à titre personnel, soit Trump est complètement dans une réalité parallèle, soit il essaye comme il peut de sauver la face. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est intéressant de voir que le coup de téléphone a eu lieu le jour où Israël a rompu le cessez-le-feu qui a été d'ailleurs décidé par Steve Witkoff, l'envoyé spécial aussi bien pour le Moyen-Orient et la Russie avec Donald Trump. Ça a eu ce jour, enfin, ça a eu la fin du cessez-le-feu, enfin, la rupture du cessez-le-feu par Israël contre Gaza a eu le jour du coup de téléphone entre Poutine et Trump. Je trouve ça un peu symbolique pour ma part, mais voilà, donc non, l'Amérique ne va pas réussir à faire, je pense, un cessez-le-feu dans les mois à venir, mais voilà. J'espère que potentiellement ça puisse arriver parce que cette guerre commence est trop longue, trop de morts des deux côtés, donc les deux côtés ont intérêt à ce qu'il y ait une paix, les Russes comme les Ukrainiens. Mais bon, le régime de Vladimir Poutine ne pense pas pour les Russes, il pense pour sa survie politique, un peu d'ailleurs, mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo, d'ailleurs un peu comme Netanyahou. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.